Bonjour. Le sujet de cette vidéo, c'est le théorème et les inégalités des accroissements finis. Je commence par le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle dit que si A et B sont deux réels avec A strictement inférieur à B, donc ici je vais prendre un nombre A strictement inférieur à un nombre B, si une fonction f est continue sur le fermé AB dérivable sur l'ouvert, vérifions f de A égale f de B. Donc je suppose que les images de A et B par f sont les mêmes. Donc f de A égale f de B. Ce point appartient à la courbe de f, ce point aussi. Le théorème nous dit qu'il existe une valeur C dans l'ouvert AB telle que f' de C égale 0. f' de C égale 0, ça veut dire que la tangente en C est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, l'exemple ici, je prends une fonction continue sur AB, n'importe quelle fonction. Alors, comme elle est continue, soit la fonction est constante, soit elle n'est pas. Si elle est constante, la dérivée en toute valeur de C est nulle ici, parce que la dérivée d'une constante est nulle. Donc, toute valeur de C convient entre A et B. Si la fonction est constante, f' de C, c'est toujours égal à 0, quelle que soit la valeur de C. Si la fonction f n'est pas constante, la courbe de f, elle va partir d'ici, et à partir d'un certain moment, soit elle va monter, soit elle va descendre, parce que la fonction n'est pas constante. Donc la courbe, soit elle monte, soit elle descend, soit les deux. Et obligatoirement, il va y avoir une valeur de C entre A et B où la tangente est horizontale. Donc en ce point, l'abscisse c'est C, la tangente est horizontale. Dans cette figure, dans ce cas de figure, il y a une autre valeur de C où la tangente est horizontale. Donc ici, f' de C c'est 0, là aussi, f' de C c'est 0. Donc le théorème de Rolle nous dit que si une fonction est continue sur AB, dérivable sur l'ouvert, avec f de A égale f de B, il existe obligatoirement une valeur de C où la dérivée est nulle, c'est-à-dire il y a quelque part une tangente horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Si je veux démontrer ça, alors la fonction f étant continue sur l'intervalle fermé borné AB, on sait que l'image de l'intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle fermé borné petit m, grand M. Je vais supposer que f n'est pas constante. Parce que si f est constante, le problème est résolu. Si f est constante, toute valeur de C convient. Si f n'est pas constante, donc soit la courbe elle monte, soit elle descend, soit les deux. C'est-à-dire, puisque l'intervalle AB a pour image petit m, grand M, soit grand M est supérieur strictement à f de A, donc ici, cette valeur c'est grand M, la fonction f admet un maximum et elle admet un minimum. Soit le maximum absolu de f sur l'intervalle AB est strictement supérieur à A, soit le minimum est strictement inférieur à f de A. Soit le minimum ici est strictement inférieur à f de A. Supposons grand M supérieur à f de A. Donc supposons que la courbe monte. La démonstration sera la même si on a une valeur, si petit m est inférieur strictement à f de A. Alors si grand M est supérieur à f de A, grand M est dans l'intervalle image, c'est le maximum de la fonction f, donc il existe une valeur de C dans l'intervalle AB tel que grand M soit égal à f de C. Grand M, c'est l'image d'une valeur C par f. C ne peut pas être égal à A, parce que f de A est strictement inférieur à M. Donc, f de A strictement inférieur à f de C. Donc C ne peut pas être égal à A.
C ne peut pas être égal à B non plus. Pour la même raison, parce que f de A, c'est f de B, et f de B strictement inférieur à grand M. Grand M étant supérieur à f de A, strictement, et f de A égale f de B, donc f de B c'est strictement inférieur à grand M, ce qui veut dire que f de B strictement inférieur à f de C. Donc C ne peut pas être égal à B, puisque f de C n'est pas égal à f de B. Donc C appartient à l'ouvert. Donc il existe C dans l'ouvert AB tel que grand M égale f de C. Donc voilà ici, ça c'est le maximum de la fonction. Il existe une valeur de C telle que f de C soit grand M. C est dans l'ouvert AB. Pourquoi est-ce que f' de C est égal à 0? Eh bien, f' de C, c'est la limite en C de f de x moins f de C divisé par x moins C. Cette dérivée, c'est en même temps la limite à gauche, la dérivée à gauche, et la dérivée à droite. Donc c'est la limite lorsque x tend vers C moins de f de x moins f de C sur x moins C, et c'est aussi la limite lorsque x tend vers C par valeur supérieure de f de x moins f de C divisé par x moins C. Alors, grand M, c'est le maximum de la fonction sur AB. C'est-à-dire que pour tout x de l'intervalle AB, f de x est inférieur à grand M. Puisque l'image de l'intervalle AB, c'est l'intervalle petit m grand M, n'importe quelle valeur x ici, son image, c'est dans l'intervalle petit m grand M, donc l'image de x est inférieure à m. C'est-à-dire f de x est inférieur à f de c, puisque m, c'est f de c. C'est-à-dire que f de x moins f de c est toujours négatif. Donc, grand M étant le maximum de la fonction sur l'intervalle AB, quelle que soit la valeur x ici, son image est plus petite que grand M, donc plus petite que f de c. Donc f de x moins f de c est toujours négatif. F de x moins f de c est toujours négatif. Si x tend vers c moins, x est inférieur à c, donc x moins c est négatif. Le quotient est positif, donc la limite est positive. Lorsque x tend vers c par valeur supérieure, x est plus grand que c, x moins c est un nombre strictement positif, le quotient est négatif, la limite est négative. Donc la dérivée à gauche est positive, la dérivée à droite est négative, la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite, donc un nombre qui est à la fois positif et négatif, c'est nul. Donc il existe C dans l'ouvert AB, tel que f' de C, c'est 0, ce qui démontre le théorème de Rolle. Une petite application du théorème de Rolle. Je considère un nombre A strictement positif et la fonction f définie sur 0A par f de x égale sinus x moins sinus A sur A fois x. Alors on va voir si f obéit aux hypothèses du théorème de Rolle. Donc, est-ce que f est continu sur l'intervalle 0A, dérivable sur 0A avec f de 0 égale f de A? Eh bien, la fonction sinus étant dérivable sur R, elle est continue sur R aussi, donc en particulier sur 0A. Ici, c'est une fonction linéaire, c'est de la forme alpha x. C'est une fonction qui est continue et dérivable sur R aussi, en particulier sur 0A. Donc, la fonction f est continue sur 0A et dérivable sur l'ouvert. C'est une somme de fonctions continues et dérivables. De plus, f de 0, je remplace x par 0 ici,
sinus 0 c'est 0, moins sinus A sur A fois 0, c'est 0. Et f de A, c'est sinus A moins sinus A sur A multiplié par A. Je simplifie par A, j'obtiens sinus A moins sinus A, c'est 0. Donc, f de 0, c'est f de A. f de 0, c'est 0, f de A, c'est 0, f de 0, c'est f de A. Donc, on a une fonction f continue sur le fermé 0A dérivable sur l'ouvert, et f de 0 égale f de A. Je peux appliquer le théorème de Rolle à la fonction f. D'après le théorème de Rolle, il existe au moins une valeur C entre 0 et A, vérifiant f' de C égale 0. Or, si je calcule la dérivée de la fonction f en une valeur x quelconque, f' de x c'est cosinus x, moins, ici c'est de la forme alpha x, c'est une fonction affine, fonction linéaire aussi. Donc la dérivée de sinus A sur A fois x, c'est sinus A sur A. Donc, si je dis que f' de C est égal à 0, ça équivaut à cosinus C moins sinus A sur A égale 0. Et ceci veut dire que cosinus C égale sinus A sur A. Donc, si vous prenez une valeur A strictement positive, on peut trouver une valeur C quelque part entre 0 et A, telle que cosinus C soit sinus A sur A. Alors, C étant entre 0 et A, C dépend de A, parce que si la valeur de A change, la valeur de C change. Si A tend vers 0+, donc C dépend de A. Si A tend vers 0, si A devient très proche de 0, comme C est entre 0 et A, C tend vers 0. Si A tend vers 0+, alors C tend vers 0+, lui aussi. C'est le théorème des gendarmes. A tend vers 0, C tend vers 0. Et donc, la limite, lorsque A tend vers 0+, de sinus A sur A, c'est la limite de cosinus C. Lorsque C tend vers 0+, A tend vers 0+, C tend vers 0+. Et la limite de cosinus C en 0, c'est cosinus 0. Parce que la fonction cosinus est continue en 0. La fonction de cosinus étant continue sur R en entier. Et cosinus 0, c'est 1. Conclusion, limite, quand A tend vers 0+, de sinus A sur A, c'est 1. Et dans le cas général, on peut dire que limite, au lieu de dire A, on va dire limite quand x tend vers 0+, de sinus x sur x, c'est 1. En 0-, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux chercher la limite quand x tend vers 0- de sinus x sur x, c'est la limite. Lorsque x tend vers 0-, je multiplie le numérateur et le dénominateur par -1, donc moins sinus x sur moins x. C'est la limite en 0- de sinus moins x, parce que la fonction sinus est impaire, sur moins x. Et si je pose grand X égale moins x, ça devient la limite. Alors x tend vers 0-, grand X tend vers 0+, de sinus grand X sur grand X, et ceci, on vient de démontrer que c'est 1. En fait, cette limite, ça se fait par composé. Limite en 0- de moins x,
c'est 0 plus, et limite en 0 plus de sinus x sur x égale 1, donc cette limite, c'est 1. Alors la limite en 0 moins de sinus x sur x, c'est 1. La limite en 0 plus de sinus x sur x égale 1. La conclusion générale, c'est que la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus x sur x, c'est 1. Donc, vous voyez bien que, à partir de théorème de Rolle, on a pu démontrer que la limite en 0 de sinus x sur x égale 1. Je passe maintenant au théorème des accroissements finis. C'est à peu près la même chose, sauf que on n'a pas l'hypothèse égale f de a égale f de b. Donc, on prend à l'intervalle AB, ici c'est f de a, ici c'est f de b, donc voici le point de coordonnées b, f de b. Si la fonction f est continue sur AB, avec a strictement inférieur à b, dérivable sur l'ouvert, alors d'abord je vais tracer la droite qui passe par le point de coordonnées a, f de a, et le point de coordonnées b, f de b. Si je trace une fonction f continue sur AB, dérivable sur l'ouvert, et dont la courbe passe par ces deux points, n'importe quelle fonction, eh bien, le théorème des accroissements finis me dit que il existe une valeur de C où la tangente est parallèle à cette droite. Il y a quelque part une valeur C entre A et B où la tangente est parallèle à cette droite. Deux tangentes de droite sont parallèles, vont avoir même coefficient directeur. Le coefficient directeur ou pente de la tangente en C, c'est évidemment la dérivée de f en C, c'est f' de C. On sait que la dérivée en C, c'est le coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur de cette droite, une droite qui passe par les points de coordonnées A, f de A et B, f de B, c'est la différence des ordonnées, donc c'est f de b moins f de a divisé par b moins a. Donc il existe une tangente parallèle à cette droite, ça veut dire qu'il existe une valeur de C où f' de C est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Alors pour démontrer ce théorème, je vais considérer la fonction h définie sur AB par h de x égale f de x moins f de b moins f de a sur b moins a multiplié par x moins a. Je considère cette fonction. Eh bien, ceci est une constante, ceci c'est une fonction affine. F est une fonction continue et dérivable sur l'intervalle AB. Donc, h va être continu sur AB comme étant somme de fonctions continues, dérivable sur l'ouvert. Si je calcule h de a c'est f de a, moins, je remplace x par a, ça fait a moins a, c'est 0. Donc ceci, c'est 0. h de a, c'est f de a. Et h de b, c'est f de b, moins f de b moins f de a sur b moins a. Je remplace x par b, donc multiplié par b moins a. Je simplifie par b moins a. Je trouve f de b moins f de b plus f de a. Je trouve f de a. Donc, h de a est égal à h de b, puisque h de a c'est f de a et h de b c'est f de a. Donc la fonction h est continue sur AB, fermée, dérivable sur l'ouvert, et h de a égale h de b. On est dans les conditions du théorème de Rolle. D'après le théorème de Rolle, il existe une valeur C dans l'ouvert AB
vérifiant h' de c égale 0. Or, h' de x, c'est f' de x moins la dérivée de tout ça, c'est f de b moins f de a sur b moins a multiplié par la dérivée de x moins a, c'est a. La dérivée de x c'est a, et là c'est une constante. Et dire que h' de c c'est égal à 0, ça revient à dire que f' de c moins f de b moins f de a sur b moins a, c'est 0, c'est-à-dire f' de c, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc si f est continu sur AB fermé, dérivable sur l'ouvert, alors il existe une valeur de c entre a et b, telle que f' de c égale f de b moins f de a sur b moins a. Voici une illustration du théorème des accroissements finis. Je passe maintenant aux inégalités des accroissements finis. Il y a deux théorèmes. Voici le premier énoncé. Si on considère un nombre a strictement inférieur à un nombre b, et si on considère une fonction f continue sur le fermé AB dérivable sur l'ouvert, avec f' de x entre petit m et grand M pour tout x entre a et b, petit m et grand M sont constantes, alors f de b moins f de a est compris entre petit m b moins a et grand M fois b moins a. Donc, si on a des conditions qui sont réunies sur la fonction f, on trouve un encadrement. Et les encadrements, ça sert souvent pour le calcul de limites, en particulier pour le théorème des gendarmes. Alors, la démonstration de tout ça, f étant continu sur AB dérivable sur l'ouvert, d'après le théorème des accroissements finis, je sais qu'il existe un réel C entre A et B, tel que f' de C, c'est f de B moins f de A divisé par B moins A. Comme de plus, la dérivée est toujours entre petit m et grand M pour n'importe quelle valeur de x entre A et B, en particulier pour le nombre C qui est entre A et B, je vais avoir f' de C qui est entre petit m et grand M, et donc, du coup, f de B moins f de A sur B moins A, c'est entre petit m et grand M. Donc, on peut retenir le texte de ce théorème de la manière suivante. Si f est continu sur AB dérivable sur l'ouvert avec la dérivée entre petit m et grand M, alors on peut retenir ce résultat ou celui-là, d'ailleurs, qui dit que f de b moins f de a sur b moins a entre petit m et grand M, et en multipliant par b moins a qui est strictement positif, on obtient f de b moins f de a entre petit m b moins a et grand M b moins a. Voilà le théorème des inégalités des accroissements finis. En application du théorème des inégalités des accroissements finis, je vais montrer que pour tout x entre 0 et pi sur 4, tangente x est entre x et 2x. Alors pour cela, je vais commencer par soit x dans l'intervalle 0 pi sur 4, et je vais finir par tangente x entre x et 2x. Alors, si je dis soit x dans l'intervalle 0 pi sur 4, c'est que x est fixé. Donc là c'est 0, là c'est pi sur 4, qui est plus petit que pi sur 2 d'ailleurs, et je considère x fixé ici. Si x devient fixé, c'est que ce n'est plus une variable. La variable, je vais l'appeler t.
je vais appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis à la fonction tangente sur l'intervalle 0x. Alors, pour appliquer le théorème à la fonction tangente sur 0x, d'abord, il faut que x soit strictement positif, parce que dans le texte, il faut que a soit strictement inférieur à b. Donc, on va traiter d'abord le cas x égale 0, et si x égale 0, alors cette double inégalité est vraie, parce que 0 est inférieur à tangente 0, et 2 fois 0, c'est 0. La double inégalité est vraie. Et si x est strictement positif, donc plus loin, et inférieur à pi sur 4, on va appliquer ce théorème à la fonction tangente sur cet intervalle. Et bien la fonction tangente est continue sur 0x et dérivable sur 0x. Pourquoi ceci est vrai? Parce qu'on est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et sur tout l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction tangente est dérivable. Et donc continue. Car dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2, qui contient l'intervalle 0x. Alors, on a une fonction continue sur AB, dérivable sur l'ouvert. On va étudier la condition sur la dérivée. Alors, si x est entre 0, si je prends une variable t comprise entre 0 et x, puisque j'ai dit que x est une constante, la variable on l'appelle t. Si t est compris entre 0 et x, f' de t, f c'est la fonction tangente, c'est la dérivée de la fonction tangente en t, c'est 1 plus tangente carré t. T est entre 0 et x, qui est plus petit que pi sur 4, et plus petit que pi sur 2. La fonction tangente est croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2. On a t entre 0 et x, donc tangente 0 inférieure à tangente t, inférieure à tangente x. Et tangente x qui est inférieure à tangente pi sur 4. C'est-à-dire que tangente 0, c'est 0, inférieur à tangente t, inférieur à tangente pi sur 4, c'est 1. Tangente carré t, c'est entre 0 et 1 aussi, et 1 plus tangente carré t, c'est entre 1 et 2. Donc, la dérivée de la fonction tangente en t est entre 1 et 2. Les inégalités, je les ai écrites au sens large, j'aurais pu les écrire au sens strict aussi. Donc, on a une fonction continue sur 0x, dérivable sur l'ouvert, et si t entre 0 et x, la dérivée de la fonction, c'est entre deux constantes, petit m et grand M. D'après le théorème des inégalités des accroissements finis, on a, j'applique ici, sur l'intervalle 0x, donc tangente x moins tangente 0, y compris entre petit m, ici petit m c'est
A multiplié par x moins 0, et grand M, c'est 2, fois x moins 0. Tangente 0, c'est 0, donc tangente x, c'est compris entre x et 2x, ce qui démontre le résultat. Je passe maintenant au deuxième énoncé des inégalités des accroissements finis. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, vérifiant pour tout x de i valeur absolue de f' de x inférieure à k, où k est une constante positive, alors pour tout réel a et b de l'intervalle i, on va avoir valeur absolue de f de b moins f de a inférieure ou égale à k fois valeur absolue de b moins a. Pourquoi ceci est vrai? J'explique. F est une fonction dérivable sur un intervalle i. Et je prends deux réels a et b dans l'intervalle i. En fait, il va y avoir trois cas. Soit a est strictement inférieur à b, soit a est égal à b, soit a est strictement supérieur à b. Dans le cas où a égale b, l'inégalité est vraie. Parce que si a est égal à b, b moins a c'est 0, et f de b moins f de a, c'est f de a moins f de a. C'est 0 aussi. Et 0 est inférieur ou égal à 0. Donc dans le cas où a égale b, l'inégalité est démontrée. Si je prends a strictement inférieur à b, donc dans l'intervalle i, a est strictement inférieur à b. La fonction f étant dérivable sur i en entier, a et b étant dedans, alors f va être continu sur ab, puisque f est dérivable sur i, elle est continue sur i, en particulier sur ab, et dérivable sur l'ouvert, puisque f est dérivable sur tout i. D'après le théorème des accroissements finis, je sais qu'il existe un réel C entre A et B tel que f' de C soit f de B moins f de A sur B moins A. Et ceci implique que valeur absolue de f' de C, c'est la valeur absolue de tout ça, donc la valeur absolue d'un quotient, c'est la valeur absolue du numérateur, donc valeur absolue de f de b moins f de a, que je divise par la valeur absolue de b moins a. Seulement, je sais que pour tout x de i, valeur absolue de f' de x est inférieure à k, donc je sais que valeur absolue de f' de c va être inférieure à k. Comme valeur absolue de f' de c est inférieure à k et que f' de c c'est ça, donc je vais obtenir valeur absolue de f de b moins f de a divisé par valeur absolue de b moins a qui est inférieure à k. En multipliant par ce nombre qui est strictement positif, j'obtiens valeur absolue de f de b moins f de a qui est inférieure ou égale à k multiplié par b moins a. L'inégalité est démontrée. Si maintenant A est plus grand que B, donc sur l'intervalle I, ici c'est B, ici c'est A, c'est exactement la même démonstration, on remplace A par B. Donc F sera continu sur BA, dérivable sur l'ouvert BA. D'après le théorème des accroissements finis, il existe C tel que f' de C égale f de A moins f de B sur A moins B. Je passe aux valeurs absolues, et valeur absolue de f de A moins f de B sur A moins B, c'est aussi la valeur absolue de f de B moins f de A sur valeur absolue de B moins A, qui est inférieure à k, en multipliant par valeur absolue de A moins B ou valeur absolue de B moins A, on trouve le résultat. On va maintenant traiter un exercice. Je considère la fonction f définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur 1 plus x. Alors, j'ai tracé directement un peu la fonction f ici sur moins 1, 1 ou moins 1, 2. La fonction f, on sait que sa représentation graphique c'est une hyperbole. Alors on a une asymptote d'équation x égale moins 1. Voici l'asymptote.
ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Et l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est 1,5, et on obtient une courbe comme ceci. Alors tout ce qui concerne la fonction f, les propriétés, on va les utiliser directement. Alors première question dans la partie A de l'exercice, on va montrer que pour tout x entre 1,5 et 1, f de x est entre 1,5 et 1. Alors on va dire que si x est compris entre 1,5 et 1, on peut encadrer 1 plus x et passer à l'inverse, ou directement, on va dire que comme f est décroissante, sur moins 1 plus l'infini, soit on calcule la dérivée f' de x, c'est moins 1 sur x plus 1 au carré, soit on voit la courbe ici, alors f de x est compris entre, ici c'est f de 1 et ici c'est f de 1,5. f de x est compris entre f de 1 c'est 1,5, f de 1 ici, 1 plus 1 c'est 2, donc ça fait 1,5, et f de 1,5, 1 plus 1,5 c'est 3,5, l'inverse c'est 2 tiers. Et 2 tiers c'est plus petit que 1. Donc f de x c'est bien entre 1,5 et 1. Alors la deuxième question, montrer que la dérivée de f sur 1,5 et 1 est plus petit que 4/9. Et pour x entre 1,5 et 1, valeur absolue de f' de x, c'est la valeur absolue de ce nombre-là. C'est 1 sur x plus 1 au carré. Alors x étant entre 1,5 et 1, on va tout simplement encadrer. X plus 1 d'abord c'est, j'ajoute 1, 3,5 et 2. X plus 1 au carré, c'est plus grand que 3,5 au carré, c'est 4/9. Je ne vais pas utiliser le fait que x plus 1 est inférieur à 2, parce que si je passe à l'inverse, comme c'est des nombres strictement positifs, ça devient plus petit que 4/9. Et 1 sur x plus 1 au carré, c'est valeur absolue de f' de x qui est inférieur à 4/9. L'équation f de x égale x admet une solution unique alpha, donc sur moins 1 plus l'infini bien sûr, que l'on précisera. Alors l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha, ça se traduit par l'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation y égale x. Donc il va y avoir une valeur alpha ici. Puisqu'on va déterminer cette solution, tout simplement, on va résoudre l'équation f de x est égal à x. C'est-à-dire 1 sur 1 plus x égale x. Ça devient x2 plus x moins 1 égale 0. Alors le discriminant de cette équation, c'est b2 moins 4ac, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. On obtient x égale moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine de delta sur 2. Et l'autre solution, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 2. Elle est plus petite que moins 1, donc on ne la prend pas. Donc x, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Parce que x, je veux que ce soit dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc l'équation f de x égale x admet dans l'intervalle moins 1 plus l'infini une solution unique, alpha, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et maintenant, on va passer à la question 4. Montrer que pour tout x entre 1,5 et 1,
valeur absolue de f de x moins alpha inférieure à 4 neuvièmes de x moins alpha. Là, on va utiliser les inégalités des accroissements finis. Alors, sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle 1,5, 1. Sur l'intervalle 1,5, 1, on va voir si on a ces conditions. Alors, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1,5, 1. Pour tout x de l'intervalle 1,5, 1, on a la valeur absolue de f' de x inférieure à 4 neuvièmes. Donc on a une fonction dérivable sur l'intervalle i. Ici, en l'occurrence, i c'est 1,5, 1. La dérivée est inférieure à une constante k qui est égale à 4 neuvièmes. f' de x inférieure à 4 neuvièmes. Qu'est-ce qu'on va prendre pour a et b pour avoir cette inégalité qui est celle-là? Alors, a et b, comme je sais que f de alpha est égal à alpha, parce que l'équation f de x égale x a une solution unique alpha, c'est-à-dire f de alpha égale alpha, les valeurs a et b qu'on va prendre ici, ça va être x et alpha. D'abord, est-ce que x est dans l'intervalle 1,5, 1? C'est oui, parce qu'on peut démontrer cette inégalité pour x entre 1,5 et 1. Alpha, est-ce qu'il est dans l'intervalle 1,5, 1? Alpha, c'est racine de 5 moins 1 sur 2, on l'a calculé tout à l'heure. C'est à peu près 0,6. Donc, c'est entre 1,5 et 1 aussi, parce que alpha, c'est 0,6 et quelques. D'après le théorème des inégalités des accroissements finis, on peut appliquer donc ce théorème-là, f de x moins f de alpha, pour x entre 1,5 et 1, inférieur ou égal à k, c'est 4 neuvièmes, fois x moins alpha. Comme f de alpha c'est alpha, on trouve f de x moins alpha inférieur en valeur absolue à 4 neuvièmes fois x moins alpha. Donc pour x dans l'intervalle 1,5, 1. Ce qui répond à cette question. On considère maintenant la suite définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un. C'est-à-dire un plus 1 c'est 1 sur 1 plus un. Montrer que un est entre 1,5 et 1 pour tout entier n. Donc la partie B de l'exercice, première question. Pourquoi est-ce que pour tout n de grand n, un c'est entre 1,5 et 1? On va effectuer une récurrence. Bien sûr, u0 c'est 1, donc u0 c'est bien dans l'intervalle 1,5, 1. Et on va faire rapide, soit n de grand n, supposant un dans l'intervalle 1,5, 1, on va démontrer que le suivant, donc un plus 1 aussi, c'est entre 1,5 et 1. Or, je sais que si un nombre est entre 1,5 et 1, son image par f, pour tout x de 1,5, 1, f de x est entre 1,5 et 1. Comme tous les termes un sont entre 1,5 et 1, alors f de un est dans l'intervalle 1,5, 1, d'après la question grand A, premièrement. Ce qui implique f de un, c'est un plus 1, appartient à 1,5, 1. Conclusion, pour tout n, de grand n, un, c'est entre 1,5 et 1. Montrer que un plus 1 moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha. Eh bien, d'après cette question,
Je sais que pour tout nombre x entre 1 demi et 1, f de x moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes de x moins alpha. Comme les termes un sont entre 1 demi et 1, j'applique cette inégalité pour x égale un. Donc comme pour tout n de grand N, on a un entre 1 demi et 1, d'après la question grand A 4, on a valeur absolue de f de un, donc à la place de x, je peux prendre un, puisqu'il est entre 1 demi et 1, donc f de un moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha. F de un, c'est un plus 1, moins alpha, est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha. Donc, pour tout n de grand N, un plus 1 moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha. Je passe à la troisième question. On va montrer que pour tout n de grand N, valeur absolue de un moins alpha est inférieure à 4 neuvièmes puissance n. Pour cela, je vais procéder par récurrence. Pour n égale 0, u0 moins alpha, c'est 1 moins alpha. Est-ce que 1 moins alpha est plus petit que 4 neuvièmes puissance 0, c'est-à-dire 1, 4 neuvièmes puissance 0, c'est 1. Alors, on a alpha, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2, pourquoi pas. Ou bien, on va tout simplement écrire alpha, c'est entre 1 demi et 1. Ce n'est pas la peine de prendre cette valeur exacte. Donc, moins alpha, c'est entre moins 1 et moins 1 demi. J'ajoute 1. Donc, entre 0 et 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, qui est plus petit que 1. C'est-à-dire que, comme 1 moins alpha, c'est positif, donc valeur absolue de 1 moins alpha, qui est égale à 1 moins alpha, c'est plus petit que 1. C'est-à-dire que u0 moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes puissance 0. C'est bon. Ou bien, si on peut calculer 1 moins alpha, on va trouver que c'est entre 0 et 1. Alors, soit n de grand N, supposons un moins alpha inférieur à 4 neuvièmes puissance n, et montrons que un plus 1 moins alpha inférieur à 4 neuvièmes puissance n plus 1. Eh bien, tout simplement, je sais que un plus 1 moins alpha, c'est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha, la question précédente. Et je sais que un moins alpha, d'après l'hypothèse de récurrence, plus petit que 4 neuvièmes puissance n. Donc, je sais que un moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes puissance n. Je multiplie par 4 neuvièmes. 4 neuvièmes de un moins alpha est inférieur. Alors, ce nombre est plus petit que 4 neuvièmes puissance n. Si je multiplie par 4 neuvièmes ici, je multiplie par 4 neuvièmes ici, ça devient 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes puissance n, c'est 4 neuvièmes puissance 1 plus 1. D'une part, un plus 1 moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes de un moins alpha. D'autre part, ce nombre, 4 neuvièmes de un moins alpha, est inférieur à 4 neuvièmes puissance n plus 1. Donc, par transitivité, un plus 1 moins alpha est inférieur à 4 neuvièmes puissance n plus 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. Conclusion, pour tout n de grand N, valeur absolue de un moins alpha est inférieure à 4 neuvièmes puissance n. Alors, pour chercher la limite
la quatrième question, c'est immédiat. Pour n appartenant à grand N, un moins alpha est inférieur à 4 neuvième puissance n. Comme 4 neuvième est strictement inférieur à 1, alors limite de 4 neuvième puissance n, c'est 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de un moins alpha égale 0, ou on peut le dire aussi directement, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale alpha. C'est la réponse à la question et la fin de l'exercice.